Je n'ai pas compris comment il faisait. Ah bon? Il m'a mis une tarte. Je ne comprenais pas les techniques qu'il faisait. Il a une manière de faire sonner la basse qui était incroyable, incroyable. Alors là, puisqu'on est à la séquence anecdote, je pense que vous avez quand même quelques anecdotes sur les Who. Avant ça, Pascal, parle-moi de ta relation Ouais. amicale, bien entendu, je précise hein, avec toi, avec John Entwistle. John, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au 25e anniversaire de la marque Warwick. Il était endorsé Warwick à l'époque et j'étais invité. Ils avaient loué à Francfort un immense hôtel avec une verrière magnifique, immense, devait y avoir 200 personnes. Le dîner de gala, il y avait que des musiciens, comme fait souvent Hans-Peter de Warwick. Dernièrement, il avait invité quand même 300 personnes, les bassistes les plus représentatifs de toute la planète, avec un dîner avec donc 300 tables, jet set et feux d'artifice et tout le bordel, et la scène où tout le monde joue. Fantastique. Et là, à cette époque-là, c'était le 25e anniversaire de la marque Warwick. Et déjà à l'époque, je me rappelle que Woody Vallen, mon ami, l'artist relation de Warwick, qui était en contact avec lui, avait été appelé par l'hôtel. Et il a dit, il y a un petit problème, monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Et en fait, Woody s'était pointé et John avait trouvé rigolo de jeter la salle de bain par la fenêtre. Il s'ennuyait. Et mon pote a été le voir. Il avait décroché le miroir avec les lights et il l'avait jeté par la fenêtre, quoi. Et Woody, mon ami, va le voir et lui dit, So, pourquoi t'as fait ça? Et la réponse de John, c'était, je suis connu pour ça. Fin de la discussion. Et Warwick a dû payer l'hôtel, machin, le truc. Et lors de c'était déjà le premier. Et lors de ce dîner de Warwick, il y avait tous les bassistes présents. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'il y allait avoir un mini concert d'un trio de basse. Je ne sais pas pourquoi. Et ils m'ont demandé de le faire. Et j'avais à ma gauche le plus grand bassiste de rock de tous les temps, John Entwistle. J'étais au milieu. Et à ma droite, T.M. Stevens, qui est très très grand aussi. Ah ouais. Et on a joué, et ça s'est bien passé. On a joué sur la corde de mi, comme font les bassistes de rock ou de funk quand ils se rencontrent, et qui jamment la plupart du temps. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, mais je suis au milieu moi, le petit français, je suis au milieu de Entwistle et Deux monstres. Ouais, ça, c'était ma première rencontre avec John, mais je le connaissais pas bien à l'époque. Et puis après, à un autre salon de Francfort, Woody a eu l'idée, l'artist relation de Warwick a l'idée je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, il voulait qu'on se rencontre. Il a loué un restaurant indien, qui s'appelait Bombay, je sais pas trop quoi. Et à une table, il y avait donc Woody, Jimmy Earl, le bassiste Jimmy Earl, un bassiste de session très connu, T.M. Stevens, John Entwistle et moi, et Woody. Et au début, l'ambiance était assez froide parce que c'est pas du tout dans le caractère de John Entwistle, ni dans le mien d'ailleurs, ni dans celui de T.M., qui est plutôt festif, mais de faire semblant. Donc quand t'as pas envie, un peu comme Renaud, quoi, quand il est, ou comme moi, hein, quand on n'a pas Ouais. envie de faire les cons ou de parler, ben C'est on fait vrai. pas les cons. Voilà, on se force pas, quoi. Et donc on se forçait pas à parler. Et puis il s'est passé un truc très bizarre, c'est qu'à force de pas se forcer à parler, ben, les choses se sont détendues naturellement. Et à la fin, on était vraiment assez potes et on s'est découvert plein de points en commun. On parlait de matos, on parlait de plein de choses en commun et on se découvrait, ah, toi aussi tu fais ça. Ce que faisait John, et ça c'était un point fort et de sa personnalité musicale, c'est qu'il recherchait des manières de faire sonner la basse différentes à l'époque. Donc c'était le premier à faire des cordes chez Rotosound qui étaient métalliques. C'était une avancée technologique à l'époque. Et Ouais. il splittait le signal de sa basse en deux. C'est-à-dire que tu as une partie qui allait dans, par exemple, on va dire, 5-6 amplis Son de basse, et l'autre Ouais. partie allait dans 5-6 Marshall guitare. Donc il y avait deux signaux, un signal pour le bas et un signal pour les Pour le aigus. haut. Pour les aigus, ok.
Ouais, et il me disait que il avait fait toute une tournée où l'ingénieur du son lui avait mis que le signal du bas, tu vois, et lui avait dit à la fin ce qu'il avait rendu complètement fou. Et à l'époque, moi j'essayais de splitter le signal en deux pour garder le gras et pour avoir un traitement différent de signal sur d'autres amplis pour les effets. Enfin, plein de points communs comme ça. Donc c'est un dîner où on a commencé à parler et à s'apprécier. Après, on s'est revus au salon de 1996, je crois, de Birmingham, où on se connaissait un peu et où là, j'ai compris comment il fonctionnait au niveau de son hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il avait, tous les jours, depuis 30 ans, il buvait une cognac entière de cognac Rémy Martin. Tu vois, Renaud, ce que c'est Une, qu'une cognac Rémy Martin. T'imagines quand même ce que c'est. une bouteille par jour? Ça Par tabasse. jour. Par jour. Et ça, c'est avec le reste. C'est-à-dire, c'est le minimum. Et là-dessus, s'ajoutait tout ce qu'il avait envie, s'il avait envie, quoi. Et je lui demande, file-moi un peu. On se réveillait, il était donc 13h, 13-14h, midi, 13h, 14h, le petit déjeuner, quoi. Pour nous, on se retrouve sur le stand Ashdown. On était invité par Marc Goudet d'Ashdown. Et je lui fais, fais-moi goûter ton breakfast, là. Et je prends ça, un petit verre comme ça, avec un fond de cognac de son truc. Et, ça te fait rire, j'imagine. Et je bois le truc, et je fais, mais ça fait rien, c'est un truc, c'est pour les mauviettes, ce truc-là, ça fait rien du tout, tu vois. Et il se passe 5 minutes, et au bout de la 6e minute, je vois des flashs de couleurs qui apparaissent. Et je voyais des flashs de couleurs, et j'étais ivre mort. Et je me rappelle très bien être tellement bourré que dans les allées je connaissais pas bien Patrice Vigier à l'époque, dans les allées, j'étais tellement ivre que je parlais black américain, parce que j'ai cette culture-là de black américain, mais avec l'accent. Donc j'étais désinhibé, complètement ivre, et je parlais comme un black américain, mais du quartier, quoi, tu vois. Et Patrice Vigier me regardait passer, il me dit, mais il est complètement fou, Pascal Mulot. Et, et lui, il avait cette bouteille de cognac Rémy Martin, Ouais. un par jour, quoi. Je te laisse imaginer l'état, la force de la nature que c'était ce mec-là. Et il a même essayé, il m'avait raconté qu'il avait essayé de se faire endorser, pas Ouais, par par, Rémi Martin. par Rémy Alors, Martin. Il avait voulu se faire endorser par Rémy oui. Martin, et ils n'ont pas voulu Rémy Martin. Je sais pas pourquoi, mais ça c'était donc les premiers contacts avec John. Et puis c'est un mec incroyable. Il avait un manoir avec 24 chambres. Il avait un pub dans le manoir, une pièce. Donc c'est là où il était tout le temps, le pub. Hein. Il était plus, c'était sa pièce principale. Il avait un pub. Il s'était fait installer un pub chez lui. Il avait un studio. Et je devais à l'époque aller enregistrer chez lui avec Steve Prestage. Et l'argent m'a manqué parce que même si on était un peu potes à l'époque, je me rappelle que sa femme Lisa lui avait dit Pascal va venir enregistrer chez toi et tout. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas l'argent à l'époque. Il m'a dit c'est too grand. Et il fait ouais mais Lisa lui disait mais c'est Pascal et tout. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, too grand. Et donc j'ai pas été enregistré chez lui avec mon ami Steve et je le regrette. Ça fait partie des choses. J'aurais dû emprunter un peu de blé et aller le voir. Ça veut dire quoi, too grand? Too grand, ça veut dire je crois que c'était 20 000 balles à l'époque, un truc comme ça, toi, de 2 kilos quoi, de 2 kilos d'argent quoi. Okay. Et je me rappelle plus ce que c'était exactement, si c'était des pounds ou des machins ou des euros, je sais plus. Ouais. Et un truc bizarre, c'est que quand il venait en France, ce que je comprenais pas, et c'était extrêmement gênant pour moi, c'est qu'il m'appelait. Donc j'avais ce mec que je connaissais, où il y avait une connivence de base, mais que je connaissais pas encore très bien. Ouais. Et il m'appelait et il me parlait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et je comprenais pas pourquoi il m'appelait. Et j'étais embarrassé parce que je savais pas quoi lui dire. Et j'ai l'impression que lui non plus. Mais j'utilisais tous les moyens et je parlais de la pluie et du beau temps, et je relançais la conversation, je faisais des relances associatives, tout pour relancer le truc. Mais il m'appelait, mais je savais pas pourquoi il m'appelait. C'était très embarrassant, mais j'étais un peu flatté parce que c'est le plus grand bassiste de rock, et puis surtout très embarrassé parce que je savais pas quoi lui dire, quoi. Et en fait, quand les Who ont dû faire une tournée en France pour faire Tommy, je crois, ou je sais plus, je me suis même plus, en 97, un truc comme ça. Ils ont demandé à ce que mon groupe de l'époque fasse la première partie. Ah ouais, t'as fait la première partie de ça, des Who. La première partie des Who, avec un groupe improbable, qui est un moustique. Et on avait un son, généralement les groupes de première partie se font saborder. Ouais. Nous, on avait un son de la mort. On avait un son de la mort.
vraiment un son fantastique. Le groupe, c'était un groupe d'une période de ma vie un peu spéciale. Je me laissais aller, mais c'était un groupe un peu improbable. C'est un groupe que je faisais plus pour les autres que pour moi-même, pour mon ami Doudou Weiss. Donc Doudou, il était super content de voir ses idoles. Donc on se retrouve à faire la première partie des Who. Ouais. Et dans les loges, pour ceux que ça intéresse, je vais dans les loges de John. Et t'avais, je m'en rappellerai toujours, t'avais une table avec que des boissons empilées au fond de la table. Et t'avais 20 bouteilles. C'était des bouteilles différentes. T'avais café au lait, whisky, coca, un alcool, vin, du soda, vin blanc, enfin, et il mélangeait tout. Et il mélangeait tout, il mélangeait tout, il mélangeait tout. C'était une force de nature, ce mec, une force de nature incroyable. Et Pascal, à ta connaissance, généralement, les gens qui boivent comme ça beaucoup, en fait, ils marchent à la cocaïne aussi à côté. Il avait donc, la coke aussi. Ok. Et lors de ce concert, il a fait un solo de basse. Tu sais, moi, je les ai vus quasiment tous vus, les bassistes. Hein. Oui. TM, Winbish, tous les cadors, tous. Ouais. Leur style, je connais les plans un peu, je commence à percevoir un peu la manière, à force d'y avoir consacré ma vie, la manière dont on peut faire sonner une basse. Et John, sur ce concert au Zénith, il a fait un top solo tout seul. J'étais avec mon ami et mon road, Chris. Ouais. On allait voir ça dans la salle et je me rappelle encore. On se regardait parce qu'on connaît quand même un peu la basse. Lui, il est bassiste aussi. Et moi, je le connais tous. Je n'ai pas compris comment il faisait. Ah bon. Il m'a mis une tarte. Je ne comprenais pas les techniques qu'il faisait. Il a une manière de faire sonner la basse qui était incroyable. Incroyable. C'était incroyable. Je retiens ça. Le Zénith, à la fin de son solo, il y a une standing ovation, ils sont tous levés. Et ce dont je me souviens aussi, c'est de la tête de John qui était sur le grand écran. Et ce mec-là, il avait un regard de tueur. Il était, tu sais, on parlait d'attitude. Il était un roc, c'était une montagne. Il était impassible. Il avait comme ça, il bougeait pas trop, John. Il avait pas besoin. Et il savait qu'il les avait tous mis d'équerre. Il savait que c'était une légende. Il savait qu'il avait une manière de jouer incroyable. Il était dans un état second. Et le regard sur le grand écran était impressionnant. Je me rappelle de mon pote. Ouais. Et à sa mort, il y a un truc très incroyable ce qui s'est passé, qui décrit bien l'ambiance de tous ces groupes des années 70, de l'univers incroyable du rock, et de toutes ces aventures qu'ils ont dû vivre dans une époque incroyable, où l'argent, le succès, le star system coulait à flot. Ouais. Sa femme, que j'aimais beaucoup, était une petite gonzesse très belle, qui était l'ancienne copine de Steven Tyler, je crois. Enfin, elle avait eu d'autres rockstars avant. C'est Lisa, la petite Lisa. Et je m'entendais bien avec elle. Elle était mignonnette, et elle avait du chien, et elle était intelligente, et elle avait de l'humour, surtout. Et pour te dire à quel point ces personnages de cette époque-là étaient hors du temps. Et des personnalités qu'on ne retrouve plus maintenant, qui ont connu des choses qu'on ne reverra plus, dans une époque qu'on ne reverra plus, avec une démesure incroyable. À la mort de John, elle a réussi à séduire le prêtre. Et ça a fait, le prêtre qui avait enterré et qui avait fait la cérémonie de John Entwistle, elle est sortie avec, mais sans malice. C'est juste qu'elle avait un tel chien, un tel sex appeal, que ça a fait les scandales de la presse régionale. Ex-John Entwistle wife, Fox Local Vicar. Donc tout ça pour dire, cette dernière anecdote, pour dire que tous ces gens qui ont vécu ce star system à cette époque-là, c'est autrement plus brillant et des personnalités plus incroyables que tout ce qu'on côtoie, toute la fadeur et tout ce qu'on côtoie maintenant. C'était un autre monde, en fait, les Who. C'est pour ça que j'aime ce groupe aussi. C'est incroyable cette anecdote. Je sais pas si tu l'as déjà racontée. J'ai jamais raconté parce que pour moi cette anecdote, elle décrit par exemple, il y a un film dont je te parlais qui s'appelle Almost Famous, qui parle de l'univers des groupes de rock qu'on aime et qui parle pourquoi on aime cette musique-là, et qui parle des fans aussi, qui parle pourquoi les fans aiment cette musique-là. Est-ce qu'un fan est-ce qu'un amateur de musique peut retrouver comme passion et comme sens pour sa vie à travers un groupe. C'est très important pour un fan, un groupe. Quand on est passionné, c'est sa vie. Et bien,
ce film-là se passe dans les années 75, tu vois, et les Who, ils étaient très très forts à cette époque-là, et ils ont connu tout ça. C'est Almost Famous, donc presque célèbre. On en a parlé, je crois que c'était l'émission sur Led Zepp ou Deep Purple. Donc vraiment excellent film, donc presque célèbre. La démesure du truc. C'est un super film. Je l'ai en VHS. John, il avait toujours une Rolls avec un chauffeur qui l'attendait en bas de chez lui. Il sort pas pendant un mois, c'est pas grave, il a la Rolls avec le chauffeur. Et le chauffeur, pour te donner aussi un exemple, Renaud, de l'humour qui est commun un peu tu veux, à Satan Joker et à notre groupe où on se ment la gueule, où on a du recul sur les choses, où on se fout de notre gueule et où on se fout de la gueule des autres aussi. Parce qu'on n'est pas, parce que faut avoir du recul sur tout ça. Ce chauffeur, c'était son meilleur pote. C'était un mec avec des pattes de rocker comme ça. C'était un rocker des années 50. Sauf que le mec, il avait dans les années 60, c'était un rocker. Il devait se fitter avec les modes et puis ils étaient devenus potes. Et je me rappelle plus comment il s'appelle. Il était tout le temps avec lui. C'était son garde du corps et son chauffeur. Et ils étaient inséparables. Et je vais dans la loge de John au Zénith et je vois ce mec que je connais un peu de vue. Et je le fais, John n'est pas là. Il me fait, je le connais pas, John. Donc il se foutait de ma gueule, quoi. Donc c'était sans arrêt les Who. C'est ça que j'ai aimé sur ce groupe-là aussi, c'était ce second degré sur tout, cet humour, cette hystérie, cette frénésie, cette exubérance et tous ces excès, et toujours avec énormément d'humour et de l'humour anglais que j'adore en plus. Un autre monde.